nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Ah ben voilà. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. Ah ben voilà, vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par InTexto. Nous sommes également en direct sur Facebook. Bonjour, les gens qui nous suivent sur Facebook. Et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256. Apparemment, on m'entend mieux ce matin, Jean-Étienne. Oui, ça a été résolu. Eh bien, merci Noukou d'être passé. Oui. Luckner Dragon de Sonomusique, merci d'être passé hier. Moi, je m'entends mieux. Hein. Oui. Bon, voilà. Et bon, on attend des nouvelles des auditeurs. Envoyez-nous vos commentaires, hein, comme d'habitude, 438-395-1256. Qu'est-ce qu'on aura ce matin, Jean-Étienne, sur le plan local d'abord? Sur le plan local, on va parler d'emploi d'été. Oui. Ici, à Montréal-Nord, dans le comté de Bourassa. Justement, parce nous avons beaucoup de jeunes qui s'intéressent à avoir un petit boulot pendant l'été. Ouais. Et voilà, vous aurez toutes les informations nécessaires par rapport à cette réalité. Absolument. Et en Haïti, remaniement finalement? Oui, c'est confirmé, le remaniement a été fait. On vous apportera des détails un peu plus tard dans cette édition. Qui sont les noms? Je peux déjà vous glisser... Guilherme Sedelva qui revient. Tiens. Ok, on parlera politique aussi, brasse camaraderie au sein de la fusion. Il y a Madame Cédrica Saint-Jean, candidate malheureuse, qui dit il va falloir recouler les morceaux au sein de la fusion. Côté OPL, le congrès s'est bien déroulé. Ça s'est fait dans une ambiance bon enfant. Oui. Le perdant a félicité le gagnant. Oui. Et c'est une bonne attitude. Bon, on va faire les commentaires à la fin. Edgar Leblanc a repris la tête de l'OPL. Oui. Vous aurez des détails sur cette information, mesdames et messieurs. Et la délégation canadienne devrait être de retour. La délégation haïtienne. On parle du sport. De sport. Au Nicaragua. Devrait retourner en Haïti ce matin. On ira parler de ça avec Dadou Jambard, le président de la Fédération haïtienne de football. Et puis, l'électricité revient. Cette fois, c'est Wilson Lalo. Le chef de cabinet du président. Le président qui annonce qu'il y a des firmes qui ont bidé, qui ont envoyé leur correspondance par rapport à l'annonce qui a été faite. Qui ont répondu à l'appel d'offres. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est l'ensemble d'informations que nous allons détailler un peu plus tard. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. On vous revient tout de suite après. Voilà. Voilà, nous sommes de retour pour le développement de ces informations annoncées au début de cette émission. Il est 7h06, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Voilà, nous émettons depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, dans le comté de Bourassa pour le fédéral. En tout cas, justement, on va vous parler de ça, d'emploi d'été pour les jeunes à Montréal-Nord. Beaucoup d'emplois d'été, et ça, c'est dans le cadre du programme Emploi d'été Canada, financé à 100% par le fédéral. Mais le problème, c'est que les organismes, Jean-Étienne, qui bénéficient de cette aide pour employer des jeunes, ne reçoivent pas assez de candidatures provenant de Montréal-Nord. Il y a tout un contraste, justement, parce que dans une période, dans un moment où les gens demandent je veux travailler, on va voir est-ce que c'est un problème de communication. C'est pour les jeunes de 15 à 30 ans. Ouais. On va voir peut-être dans les commentaires pourquoi. Mais
Tu sais ce qu'ils m'ont dit en plus, c'est qu'ils reçoivent des candidatures d'autres quartiers comme Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, beaucoup plus de candidatures de ces quartiers-là que de Montréal-Nord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, on va essayer de comprendre ça parce que j'ai rencontré le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, ainsi que plusieurs organismes. Il y a eu au moins 4 organismes qui m'ont fait des commentaires par rapport à ça. Écoutez ce reportage. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Comment il va? Ben, il va bien, en forme, merci. Good. Le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, a lui-même bénéficié, dans sa jeunesse, de ce programme fédéral qui aide des organismes à embaucher des jeunes en été. En 2015, année d'arrivée des libéraux au pouvoir, il n'y avait que 97 postes à Montréal-Nord. L'année suivante, 250 postes étaient disponibles et on est passé à 264 cette année. Le salaire de ces jeunes qui seront embauchés par des dizaines d'organismes de Montréal-Nord sera entièrement assuré par le fédéral. Quand j'ai habité ici à Montréal-Nord, j'ai travaillé sur Albert-Houdon pendant des étés. Donc ces jeunes-là, c'est important aussi de les voir sur le marché du travail. C'est des jeunes de quel âge à quel âge? C'est de 15 ans à 30 ans. Et pour ces organismes-là, les sommes qui sont accordées, c'est-à-dire qu'on paie la totalité. Ça, c'est les salaires et les avantages sociaux. Ah oui? Ah oui, à 100%, donc 264 postes d'été. Le 20 avril 2018, plus de 50% de la subvention destinée au comté de Bourassa a été accordée à des organismes, soit 742 000 $. Oui, bonjour, Bernard Gauvreau, je suis coordonnateur aux opérations Parole d'Exclus. Si les postes augmentent d'année en année, tel n'est pas le cas pour les candidatures, déplore Bernard Gauvreau, de Parole d'Exclus. Et ce n'est pas tout, dit-il. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est de recevoir des candidatures de jeunes de Montréal-Nord. Okay. On en reçoit, mais on n'en reçoit pas suffisamment. De Montréal-Nord? Oui, vous de en Montréal-Nord. D'autres quartiers? On en reçoit de d'autres quartiers, puis je vous dirais même plus qu'on en reçoit peut-être plus même de d'autres quartiers. Wow. Ce qui fait que comme même dans nos offres d'emploi, on l'indique, on veut favoriser, on veut mettre de l'avant. Notre objectif, c'est d'engager des gens de Montréal-Nord. C'est sûr que si on reçoit des candidats d'ailleurs, on les regarde aussi, mais on aimerait mieux avoir plus de candidatures de Montréal-Nord pour à la fin, avoir une majorité d'emplois d'été pour les gens de Montréal-Nord. Isabelle Desrochers du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Son organisme fait face à la même problématique. Mais Mme Desrochers, à l'instar de ses collègues, ne s'explique pas cet état de fait. Elle s'interroge toutefois. Je sais pas, on avait des théories, on se disait peut-être que nos emplois demandent, je sais pas, une qualification qui est peut-être moins présente ou peut-être que nos organismes sont moins connus, vu qu'on n'est pas directement des organismes jeunesse. Certains organismes sont des organismes jeunesse, donc qui développent les jeunes, travaillent déjà avec les jeunes, donc c'est facile après ça de continuer à évoluer au sein de l'organisation. Ouais. Tandis que nous, on s'adresse ou on ratisse plus large au niveau de la population, donc on est peut-être moins connus également des jeunes. Gaëtan Siréfis, directeur général de Panier Futé Coop. C'est un enjeu pour nous parce que c'est sûr qu'on préfère toujours engager des gens de Montréal-Nord parce que ils connaissent le milieu, ils connaissent plus les gens, donc le lien avec nos membres, avec les personnes et les usagers qu'on rejoint est toujours plus facile quand c'est quelqu'un de Montréal-Nord parce qu'il connaît le quartier, il connaît les gens, il connaît mieux la dynamique aussi, donc c'est toujours plus intéressant. Les emplois sont de tout type et dans plusieurs domaines, comme en théâtre, par exemple. Benoît Arcam, je suis coordonnateur à Candy-Raton. Les productions Candy-Raton, fraîchement installées à Montréal-Nord, est à la recherche de jeunes cet été pour des emplois dans le cadre de ses activités de théâtre dans les parcs de Montréal-Nord. On veut faire du théâtre pour les jeunes, une présentation en fait de qu'est-ce que la commedia dell'arte, le théâtre spécialité italienne. Et là, on veut présenter les personnages classiques de la commedia dell'arte. Et là, on voulait engager une scénographe, quelqu'un pour les costumes, quelqu'un pour l'infographie, quelqu'un aussi pour la capture vidéo, parce qu'on voudrait filmer, pour réussir à filmer tout ça, pour publiciser. Le programme Emploi d'été Canada, EEC, vise à offrir des expériences de travail aux étudiants, aider des organismes, y compris ceux qui offrent d'importants services communautaires, et enfin de reconnaître que les réalités, les besoins et les priorités varient grandement d'une communauté à l'autre. Les organismes qui souhaitent profiter de ce programme ont jusqu'au 22 juillet prochain
pour appliquer. Voilà, Jean-Yves, un programme intéressant que les jeunes d'ici, de Montréal-Nord, des centaines d'emplois, là. Devaient s'intéresser définitivement. Des centaines d'emplois, et malheureusement, il n'y a pas énormément de jeunes de Montréal-Nord qui appliquent pour ces emplois-là. Il faut noter, il faut rappeler, on l'a entendu dans le reportage, le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, a précisé très clairement que les salaires de ces étudiants ou de ces jeunes sont pris en charge, avantages sociaux, tout est pris en charge à 100% par le fédéral, mais il y a très peu de jeunes qui appliquent pour ces emplois. On va rester dans la même veine des emplois pour parler justement des PME. Sais-tu que les PME ici dans l'économie québécoise représentent 99% des entreprises, Jean-Yves? C'est énorme. Oui. Donc la plupart des entreprises... Tu as pris une grosse affaire là. Ben oui, la plupart des entreprises au Québec justement, c'est les PME qui représentent un pilier fondamental dans l'économie du pays. Si on peut parler... Comme Intexto. Oui, mais justement, des petites... Oui. Donc là-dessus, Madame Rita DeSantis, la députée provinciale, a beaucoup insisté récemment sur cet aspect-là, parlant de l'importance d'encadrer et de supporter les PME. On va l'écouter, qui explique l'importance définitivement des PME dans l'économie québécoise. Les PME constituent les piliers de notre économie ici au Québec et au Canada et jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et la création d'emplois. 99% des entreprises au Québec sont des PME. 52% des entreprises sont des petites. C'est des entreprises qui ont 4 employés ou moins. Ça, c'est 52% de nos entreprises. D'après les résultats du plus récent sondage, le baromètre des affaires, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le Québec occupe le premier rang au Canada quant à l'optimisme des propriétaires des PME. Un climat de confiance est essentiel pour la croissance et pour assurer que toutes les conditions soient réunies pour que les PME prospèrent et créent la richesse. Voilà, on souhaite vraiment encourager et supporter les PME pour créer la richesse. Mais on va pas parler seulement de PME, on va recevoir notre ami François qui va nous parler aussi de l'immigration, Jean-Yves. Oui. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Allô? Oui, François? Oui. Comment il va? Ça va bien, Jean-Yves, et j'espère que tu vas bien également. Oui, en forme. Oui, on est fatigué, mais... On salue tous les auditeurs, tous les auditrices qui sont toujours branchés parce qu'on veut écouter les nouvelles, nos nouvelles. Alors, c'est bien. Oui. Bon, alors ce matin, je vais surtout faire une sorte de réflexion et je n'ai pas choisi de faire ça parce que hier, j'écoutais sur notre station une tribune qui se faisait sur la question d'asile. OK. Et ils ont fait référence à 2 pays, l'Australie et la France. Oui. Et vous allez voir, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit une chose qui va se faire d'autres sur la frontière. Alors, d'abord, ce qu'il a dit, il n'a pas eu de ses sources, mais apparemment, c'est quelque chose qui est en perspective. Alors, d'abord, pour l'Australie et la France. L'Australie, quand quelqu'un fait une demande d'asile, la personne est mise, autrefois, au départ, c'était dans une prison, et après, on la mettait dans une centre de détention dans la communauté. Alors, elle était dans la communauté, mais la personne était surveillée, tout ça. OK. Et finalement, on l'a placée ailleurs de l'Australie, et si la demande est acceptée, elle revient en Australie, mais si la demande n'est pas acceptée, elle quitte le pays. Elle a déjà quitté, elle n'est plus dans le pays, parce qu'on prend cette mesure-là, parce qu'on dit, on ne veut pas que ces gens-là soient à la charge du contribuable australien. On lui donne à tout demandeur d'asile 3 semaines de logement qui est financé par le gouvernement. Alors hier, à la tribune, les gens ont demandé qu'on ait
cette même option au Canada. Alors, les gens qui parlaient, pour la plupart, parce qu'il y avait 100 personnes qui venaient, 90 demandaient ça. Ah oui, waouh. Et maintenant, hier soir, la France, par exemple, a voté sa loi. Ça veut dire qu'on a maintenant pris les mêmes mesures, parce que Macron avait dit on ne peut pas accepter toute la misère du monde. Ok. C'est la déclaration de Macron. On ne peut pas accepter toute la misère du monde. Alors, les gens, par exemple, doivent se déguiser. La France a reçu 100 000 demandes d'asile en 2017. Il a dit que c'est trop, ça m'est trop. Alors, ça veut dire que alors, pendant la tribune, quelqu'un a dit, d'après les sources, alors, c'est pas une nouvelle qui donne ça, et puis ça a été dit à la radio, il dit, d'après les sources, le gouvernement canadien a l'intention de placer à l'intérieur des États-Unis, okay, des bureaux pour intercepter les gens qui arrivent et les empêcher de passer, c'est-à-dire que soit la remettre aux autorités américaines ou bien les empêcher de passer si nous n'avons pas les conditions. Ça, c'est je dis, au conditionnel. Ouais, c'est sur toutes les œuvres. C'est pas une information qu'on donne. Je dis, le gouvernement a l'intention. Okay? Alors, ça veut dire que apparemment, on s'achemine vers ça parce que ça va être un enjeu électoral en octobre. Ouais. Parce que les gens disent vraiment qu'on n'est pas content parce que il y a trop de choses. Et ensuite, ce qui a été sorti également, il y a beaucoup de gens qui passent par qui font des demandes de façon légale, qui n'arrivent pas à entrer. On parle de travailleurs qualifiés, on parle des étudiants étrangers, on parle de personnes qui ne sont pas aînées. Ces gens-là n'arrivent pas à entrer au Canada. Pourquoi ils n'arrivent pas à entrer? Bon, c'est le système est lent, et puis on trouve beaucoup de cas. Ok? Alors, à partir de là, on dit, voilà que des gens arrivent de façon irrégulière, non seulement arrivent à entrer, mais bénéficient du système. Ils ont déjà de l'argent, ils ont un permis de travail. Alors, ça veut dire que là, on dit, on va faire ressortir ce point-là. Alors, c'est aujourd'hui la tendance, c'est que les gens ne sont pas contents. Et moi, je dirais, une autre conséquence de cette blague-là, c'est qu'à l'audience maintenant, les commissaires ont tendance à ne croire personne. Ok. Les commissaires au niveau de la commission du statut de réfugié? Oui, parce qu'ils se disent que, comme ils écoutent la radio, ils regardent la télévision, ils voient ce qui se passe, et ils ont l'impression que tous ceux qui font la demande d'asile viennent profiter d'une situation, mais personne n'a de problème exposé à des risques exactement. Alors, ils ont tendance, ça veut dire qu'ils sont intolérants, ils vont poser des questions, mais on voit qu'ils posent des questions, mais la réponse connaît déjà la réponse, tout ça. Alors, c'est pour dire que c'est une situation assez délicate, assez difficile, qui a des conséquences de part et d'autre. Alors, je voulais vraiment vous parler de ça ce matin. Demain, je vais donner des nouvelles parce que c'est une situation assez spéciale. Si on suit avec après, on aurait déjà suivi le régime de l'Australie. Oui, alors, je ne sais pas où on peut attirer ces gens, mais après, suit toujours l'Australie quand il était au pouvoir. Ouais. Alors, c'est pour dire qu'on est dans une situation, il y a des restrictions qui se font, et on n'a pas de réponse, mais vraiment, on invite les gens à la prudence, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi effectivement, oui, comme tu l'as précisé, François, c'est une réflexion personnelle, et puis il y a aucune information qui soit confirmée par rapport à ce que tu as dit, et c'est surtout des commentaires qui sont arrivés de membres de la population canadienne ici lors d'une émission Libre Tribune. Voilà, ça vient pas du gouvernement, c'est pas il n'y a rien d'officiel dans... Non, j'ai précisé ça avant, à partir des réflexions, à partir de la Libre Tribune, et à partir de ceux qui se font dans deux pays. Alors, on est en train de comparer, et puis tout ça. Ok, c'est bon. C'est ça, et puis demain, j'apporterai des nouvelles, et puis ça nous permettra d'avancer. Super. Merci beaucoup, François Jean-Denis, qui dirige la firme Vision Max Service, une firme spécialisée en immigration. On va marquer la pause, on vous revient, mesdames et messieurs. Tout sur l'immigration. Tout avec
François Jean-Denis. Ou al faire affaire qui compagnie de Greenbush tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil, 3 jours de conférences sous le thème le rôle de la femme au sein de l'Église, du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. C'est 7h24, on est le 24 avril justement 2018, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, à l'heure du magazine Nos Nouvelles apportées par Intexto. Nous sommes en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp tantôt et YouTube. Ce sont les nouvelles d'Haïti là. Ouais, on y va chez nous pour parler un petit peu de remaniement ministériel comme on l'avait annoncé, Jean-Humain. Ah ben oui. Oui, c'est dit, c'est fait. Enfin arrivé. Oui, 4 ministres, c'est pas un grand remaniement là. C'est 5 ministres. Oui. Et tu aurais des détails. Tu voulais pas de Guilherme Sedelva là-dedans? J'ai toujours cru que tu ne m'aimais pas. Tu voulais pas de Guilherme Sedelva là-dedans? Ben il est là-dedans. C'est notre Guy, c'est ça. Donc les 5 ministres sont Jean-Marie Reynaldo Brunet, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean Roudi Ali, ministre de l'Agriculture, Joubert, écoutez bien son nom, Engrand, Joubert Engrand, ministre de la Culture et des Communications, et Guilherme Sedelva, ministre des Haïtiens vivant... Guilherme Sedelva, c'est ministre de la Culture. Le ministre de l'Agriculture, c'est Joubert Engrand, je précise. Et le ministre de la Communication, c'est Guilherme Sedelva. Et enfin, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est Guy-André François. Voilà, je précise que Guy, il était secrétaire d'État avant, secrétaire d'État aux communications. Mais là, maintenant, il est monté en grade. Ouais. Comme ministre de la Culture et des Communications en remplacement d'un ancien prêtre dont je ne me souviens pas le nom. C'est pas ça le plus important, mais bref, on a Gary Bodo une réaction du président de la Chambre des députés, Gary Bodo, qui demandait justement que le remaniement soit fait. En fait, qui rapportait un peu la position de beaucoup de députés. Okay. Parce que comme président, il me semble qu'il ne pouvait pas demander ça normalement, mais il était colporteur
toutes les revendications. Ce matin encore, il a confirmé sur Vision 2000. Sa position aussi. Oui, qu'il voulait absolument voir un remaniement ministériel. De toutes les façons, on va l'écouter directement. Gary Bodo qui va nous donner son point de vue. D'accord. Je pense que le remaniement que le gouvernement fait à protéger le ministre de verdict ça, justement, de souhaiter au niveau, parce que à travers le ministère, ça, par exemple, le ministère de l'Agriculture, on sorti nos zones à vocation agricole, qui sauf pour nous vivre de l'agriculture. Et il y a de missions que le ministère s'est placé pour mener politique agricole et au niveau gouvernement, là, quand même, maintenant, on pas senti. Donc, en pile pression que moi-même m'a recevoir dans la campagne printemps, de campagne qui doit être faite pour qu'il y ait de campagne de vulgarisation qui fait, qui pour aider les paysans dans fournir intrants, semences de bonne qualité et engrais, tout ça. Donc, paysans, par exemple, ni agriculteurs, par exemple, ça attend. Donc, son ministère est vraiment à problème. Majorité des gens qui sont dans le ministère, ça, c'est de personnages vraiment quasi de troisième âge. Voilà, réaction à chaud de Gary Bodo au micro de Marie-Lucie Bonhomme ce matin sur Vision 2000. Oui. On reste dans la politique. Tout à fait. Justement, pour parler des OPL. Il y a beaucoup de changements qui se font. Hier, on a parlé un peu de la fusion. Aujourd'hui, c'est OPL. C'est confirmé le week-end dernier dans le Sud. Ils ont fait leur congrès. Et voilà, c'est Edgar Leblanc qui revient à la tête de l'OPL. L'ancien sénateur des NIP, ancien président du Sénat aussi. Il avait dirigé déjà l'OPL. Oui, il revient. C'est pourquoi il revient justement avec un mandat de 3 ans. Pour continuer un peu la politique Il faut dire que après son mandat, ça a été Sauveur Pierre-Étienne. Et Sauveur Pierre-Étienne n'a pas terminé son mandat. Oui, il a démissionné. Il a quitté la tête du parti. Il est parti. Il a même laissé la politique, il me semble. Hein. On ne l'entend pas. On l'entend pas. Le bouillant Sauveur Pierre-Étienne, on l'entend plus. Et voilà, c'était le congrès. On va écouter qui là? On va écouter Edgar Leblanc justement qui va parler par rapport à son nouveau mandat à la tête de l'OPL. Nous arrivons à faire, nous te connaissons que nous sommes capables de faire. Nous faisons grâce à engagement, membres nous, militants nous, comme Baptiste a dit qui c'est l'homme. Et nous, comité exécutif national, ça, les gagner d'abord pour les assurer qu'il y a deux parties. Il y a cohésion, il y a harmonie, il y a un ordre de marche dès la prise en charge. Dès ce moment-là, nous mettons-nous en marche vers prochaine échéance, c'est les élections de 2010. Et il y avait beaucoup de fair play, hein, Jean-Étienne. Ben oui, justement, parce que Yvel Chéry, c'était le candidat en face de Edgar Leblanc qui a salué l'élection de Edgar Leblanc à la tête de l'OPL. D'ailleurs, Yvel gérait de façon temporaire, par intérim, l'organisation du Peuple en lutte avant que cette élection puisse se réaliser. On va l'écouter lui aussi, Yvel, qui envoie un bon fait pays. Il en profite justement pour encourager les politiciens d'une façon générale. C'est un ancien sénateur du Sud-Est également de l'OPL, Yervelt Chéry. Donc, il encourage les politiques en général en Haïti à faire ce fair play-là, comme il l'a fait lui-même au niveau de l'OPL. Le sénateur Edgar Leblanc c'est le nouveau coordinateur général de l'OPL pour 3 années à venir là. Nous saluons Victoire avec tout l'autre membre de l'OPL qui est au candidat et qui gagne l'élection dans la branche de structure direction du parti et qui va tourner la nouvelle direction du parti. C'est pour ça que nous voulons que l'État pays a tout sur ça pour créer des situations électorales crédibles pour que le pouvoir a changé mais sans problème, sans l'homme en baladone, sans boulet au vote baladone. Voilà. Ça s'est pas passé comme ça. Leçon, hein. Ça s'est pas passé comme ça au sein de la fusion la fin de semaine dernière non plus. Hein, il y a eu Bisbee au sein de la fusion. Il y a Edmond Supplice-Bozil qui a gagné ces élections, mais c'était pas dans une ambiance bon enfant de fair play comme on l'a observé au sein de l'OPL toujours la fin de semaine écoulée. Il y a Cédrica Saint-Jean qui était candidate aussi pour prendre la tête de la fusion. La fusion, il y a eu une scission au sein de la fusion. La fusion ne se fusionne plus pratiquement. Disons ça comme ça. Et il y a Madame Saint-Jean qui appelle justement tous les militants et les dirigeants de la fusion aujourd'hui à essayer de recoller les morceaux. Que fusion était avec 2 cartels qui encore pour congrès, qui encore pour de vraies élections, que
moun qui sorti yo, moun qui mandat yo fini yo, OK, yo tendent la voie de la raison, yo chita encore avec deux cartels yo parce que li encore temps nous qu'a dit mais comment fusion pour redémarrer à partir de Cassio ça yo puisque il y a des déchirures qui fait on nous compte li ensemble si il y a consensus encore qui fait. Voilà. Cédrica Saint-Jean, candidate malheureuse à la direction de la fusion et qui appelle les dirigeants du parti à recoller les morceaux. Donc, au PL, ça s'est bien passé à Marigot, dans le sud-est, pour l'OPL. On attend d'autres congrès qui devraient arriver parce que, bon, on a plus d'une centaine de partis politiques. Il devrait y avoir au moins un congrès par fin de semaine pour renouveler la tête de ce parti-là qui... bon, en tout cas, bref... Et on va parler de nos jeunes qui étaient à Costa Rica dernièrement avec pas Costa Rica, Nicaragua. Nicaragua, désolé. Ouais. Pour le Nicaragua. Ils devraient être rapatriés aujourd'hui. La délégation devrait être rapatriée en fait. Et c'est Dadou Jambar, le président de la Fédération haïtienne de football, qui en a parlé. Hier, ils étaient à un endroit où c'était moins sécuritaire pour les Haïtiens. On les a déplacés de l'hôtel où ils étaient, à Managua, et la capitale du Nicaragua. Et finalement, il y a des démarches qui ont été entreprises apparemment pour les rapatrier en Haïti. Aujourd'hui, ça devrait se passer ce matin. Écoutons Dadou Jambar, le président de la fédération. Nous étions dans un hôtel au centre-ville, à Hilton Hotel. On a été transféré dans un hôtel situé dans un endroit un peu plus sûr, l'hôtel Barcelo. Et puis hier, donc, nous ne sommes plus au centre de manifestation. Donc ce que nous savons, c'est ce qui se passe un petit peu à la radio. Bon. Et on a essayé de partir hier, mais il n'y avait pas de place. Ce matin encore, on nous avait promis de nous appeler et il n'y a pas eu encore de place. Apparemment, selon ce qui se dit, la journée sera plutôt chaude si on prend un langage bien coutumier de chez nous. Donc, on attend qu'on nous fasse signe pour que nous puissions laisser. On pensait que les autres équipes avaient déjà laissé, mais hier après-midi, peu après notre installation à Barcelone, l'équipe du Canada est arrivée hier en fin de soirée et c'est l'équipe des États-Unis qui est arrivée aussi. Donc, vous n'êtes pas seul et on essaie un peu de mettre tout le monde à l'abri. Exactement. Bon, il faut dire que hier, on est un petit peu isolé du centre des événements. Je n'ai pas regardé la télé et on a conseillé aux enfants de ne pas les faire non plus. Voilà. On n'a pas augmenté la mesure. Donc, on est en contact avec beaucoup de compatriotes, y compris avec des membres du gouvernement, le ministre des Sports. Et justement, j'allais en venir. Quelles sont les démarches entreprises par les autorités haïtiennes pour vous venir en aide? Oh, bon, beaucoup de démarches. J'avais parlé au chef du cabinet du président, M. Wilson Lalo, qui est d'ailleurs quelqu'un de la famille du football. On nous avait offert même d'envoyer un avion pour récupérer la délégation et l'évacuer vers Port-au-Prince. Bon, étant donné que nous ne pouvons pas mesurer l'ampleur de la situation, puisque nous ne sommes pas organisateurs, c'est la délégation de la CONCACAF qui est ici, qui a contact avec les autorités et les gouvernements. Donc, nous nous en remettons à la CONCACAF et nous attendons qu'on nous fasse signe. C'est la CONCACAF d'ailleurs qui avait décidé de nous transférer, de changer d'hôtel et c'est la CONCACAF qui travaille pour nous sur... Normalement, nous avons une réservation pour demain matin. Voilà, c'est pas encore fini, mais c'est quand même des nouvelles rassurantes. Demain matin étant ce matin. Oui. Voilà. C'est ça. Donc, il parlait hier à Radio Pacifique. Ils sont pas encore en Haïti. On va espérer qu'ils vont arriver bien ce matin en Haïti, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes dans le sens où ils sont plus dans les zones les plus compliquées avec cette question de sécurité pour les jeunes. Alors, autre sujet, on parle d'électricité. Oui, ça revient. La semaine dernière, c'était le président, c'est des proches du président qui en parlaient. Maintenant, c'est le chef du cabinet même de Jovenel Moïse qui revient sur l'affaire pour confirmer qu'il y a une quarantaine de firmes qui ont répondu à l'appel d'offres pour électrifier. Une quarantaine? Oui.
C'est ce qu'il a expliqué. C'est pas tout. Il y en aura. Ce sont des firmes haïtiennes ou... Il n'a pas précisé, mais ce qui est sûr, c'est que selon lui, il y a au moins une quarantaine de films qui ont répondu à l'appel d'offres. On va voir, ils n'ont pas encore donné de précision. Est-ce qu'ils ont déjà sélectionné les films qu'ils vont prendre? Mais c'est pour dire que l'affaire continue et le gouvernement, le président Jovenel Moïse et ses collaborateurs sont déterminés apparemment à avancer avec ce dossier. On va l'écouter. Wilson Lano qui apporte des précisions sur cette affaire. Les 146 communes de la République, il y a un appel à manifestation qui lance déjà pour 101 communes. Il y a 42 entreprises qui bident et qui prennent le gain droit pour produits courants pour petits communes qui demandent moins de courant. Pour gros communes, ça veut dire à peu près 46 là d'ailleurs, pour aller l'autre appel à la maison d'intérêt qui va venir parce que ça va demander plus grosse somme d'argent, mais ça c'est déjà un brin. Ah mais c'est publié sur le journal, il est lancé longtemps, ça fait peut-être 3-4 mois, je sais plus. On va continuer à espérer que tout va bien se passer par rapport à finalement l'électrification promise par... C'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle de cette affaire-là. Oui. C'était un peu la chasse gardée de Jovenel Moïse. Le cheval de bataille de Jovenel Moïse. On va voir ça peut-être à la fin dans les commentaires. Mais sachez que la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Stéphanie Auguste, a organisé récemment, le week-end dernier, un forum de 3 jours où des représentants de la diaspora venant du Canada, des États-Unis et ailleurs, sauf nos amis... T'étais pas invité? Non. Ben, t'es à Montréal? Non. OK. Il y avait des Haïtiens de Montréal qui ont été là-bas aussi? Selon ce qui a été rapporté, oui. L'objectif, c'est de créer, comme ils disent tout le temps, une synergie entre la diaspora pour aider au développement du pays. On va l'écouter, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Stéphanie Auguste. Il est de la responsabilité du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger d'associer les communautés de la diaspora à l'œuvre de développement du pays à travers la coopération interhaïtienne qui représente un élément important de notre stratégie axée sur les rapports établis entre ces communautés et la mère patrie dans le cadre de leur volonté de contribuer significativement à sa refondation et à son développement durable. Voilà, mesdames et messieurs, vous écoutez nos nouvelles. On est là, Jean-Numa et moi, Jean-Étienne Dorsan. On vous revient tout de suite après la pause pour faire les commentaires par rapport à l'actualité. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème le rôle de la femme au sein de l'Église. Du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule. Venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le groupe prophétesse Abraham S. et Yudlin Madet. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence.
Cosmética Multi I4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique Multi-Ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. On revient, mesdames et messieurs, pour la dernière ligne droite de cette émission. Jean-Nima, on va passer justement aux commentaires et on ne peut pas rater le remaniement qui a tant fait parler de lui ces derniers temps. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle de ce matin. C'est tombé hier soir après des atermoiements de l'exécutif qui ne répondait pas aux appels incessants de parlementaires, notamment de députés qui en arrivaient à donner un ultimatum au gouvernement afin de réaliser ce remaniement ministériel. Il y avait dans la visée des parlementaires, notamment des députés, en particulier l'ancien ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture. Et on parlait très peu des autres ministères, des Haïtiens vivant à l'étranger ou de la communication. Et on doit préciser, Jean-Étienne, quels sont les remaniements qui ont été effectués au niveau de 5 ministères. Ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il s'agit de Jean-Marie Reynaldo Brunet. Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Audi Ali. Ministre de l'Agriculture, Joubert Engrand. Ministre de la Culture et des Communications, Guilherme Sedelva, qui est de retour. Il était secrétaire d'État à la communication avant, sous le règne de Michel Martelly, donc PHTK. Oui. On s'entend. Et enfin, il y a le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Guy-André François, qui a été nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, Stéphanie Auguste, qu'on vient d'écouter, n'est plus. Oui. Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est peut-être le dernier son qu'on a utilisé. Il y a eu un petit décalage d'une heure ou deux là, qu'elle a passé comme ministre au sein d'un forum pour parler de la diaspora, de ci, de ça. Donc, elle n'est plus ministre. Je note que c'est quand même... Elle est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger ou ministre des Affaires sociales? Mais ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, elle est. Ah oui? Oui, Madame Stéphanie Auguste, c'est la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ok. Le ministre des Affaires sociales, c'est qui déjà? Je ne me rappelle même pas. Ok. Mais je voulais faire juste quelques remarques par rapport à ce changement-là. D'abord, c'était un remaniement qui a été annoncé depuis un certain temps, qui a fait beaucoup de bruit. On se le rappelle, la semaine dernière même, j'avais fait le commentaire par rapport à Monsieur Delacruz, Francis Delacruz, qui avait donné 3 jours francs d'ultimatum. J'avais été clair pour dire que je ne pense pas que ça allait se réaliser. Mais ça s'est fait. Mais sauf que les 3 jours se sont écoulés. Il n'y a pas eu de convocation, aucune. Il allait y en avoir, sûrement. Mais il allait y en avoir, mais il n'y a pas eu. Et puis les 3 jours se sont écoulés depuis... Mais c'était 3 jours francs. Mais les 3 jours francs pour toi, c'est quand alors? Samedi, dimanche, je n'étais pas là-dedans. Oui, mais les 3 jours francs se sont écoués déjà. On a parlé de ça depuis mardi quand même. D'accord. Mais pour préparer une convocation, là, il faut... Mais il fallait... Justement, c'est justement ça que je voulais... C'est justement ça qu'il fallait... C'est exactement ça que je voulais expliquer. Quand tu connais là la procédure des choses, tu ne viens pas annoncer les choses comme ça et puis au final, tu n'arrives pas à respecter tes convocations. Et c'est même pas ça le problème. C'est que le président même du bloc, dont il disait qu'il parlait au nom de ce bloc, a rejeté, donc au verre de main, ses déclarations. Le président a dit qu'il était lui-même à l'étranger quand il a entendu monsieur Delacruz faire cette déclaration. Et il ne sait pas de quoi il parle. Jovenel Moïse qui disait ça? Non, c'est pas Jovenel Moïse. Je te parle de Jean-Wilson Hippolyte, le président du bloc APH de la Chambre des députés,
qui rejetait d'un revers de main les déclarations de son collègue. Oui, justement, il dit qu'il n'a même pas été en Haïti, il ne sait pas de quoi il parle, et puis c'est lui le président du bloc. De quoi je me mêle. Ouais. Il n'y a même pas besoin de retourner là-dessus. Ça, c'est la première observation. La deuxième chose, il faut souligner que quand même les 5 ministres qui ont été, dont le remaniement concerne, qui sont concernés par le remaniement, c'est quand même des ministères importants. Quand tu prends les ministères de l'agriculture, dans le sens où Jovenel Moïse, dès le début, avait parlé de l'agriculture comme l'un de ses... C'est pas seulement Jovenel Moïse, hein. Écoute, depuis que je suis né, j'entends dire et parler, on m'a fait étudier, répéter que Haïti c'est un pays essentiellement agricole et que notre économie est basée sur l'agriculture et patati patata. Ben non, on ne voit pas ça. C'est pas seulement... Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que je te dis que Jovenel Moïse a fait toute sa campagne sur justement cette affaire de l'agriculture et autres. Okay. Donc, s'il devait respecter ses engagements pour développer l'agriculture, il devait nécessairement passer par le ministère de l'Agriculture, à mon sens, donc qui devient, par rapport à ses discours, même avant son élection, un ministère important s'ils veulent continuer dans la lancée de développer le pays à travers l'agriculture et autres. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère assez important aussi parce que c'est à travers le ministère de l'Intérieur que... Là, on parle. Oui. Tu peux vraiment avoir un certain contrôle sur l'action gouvernementale dans les différentes communes et même les sections communales du pays. Sur le plan politique, c'est extrêmement important aussi. Oui, définitivement. Le ministère de l'Intérieur. La justice. Oui, aussi. La justice, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il y a avec la communication? Est-ce que monsieur estime n'avoir pas suffisamment bien communiqué ou il a besoin de l'expertise de Guilherme Sedelva? Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrivée de Guilherme Sedelva dans ce gouvernement? Bon, Guilherme Sedelva, que je connais, va jouer son rôle, va être présent dans les médias surtout, à défendre du bec et des ongles le gouvernement, comme il l'a fait quand il était secrétaire d'État aux communications. Il va vraiment s'arracher les cheveux là pour rendre le gouvernement présent sur les médias, les radios de manière générale. Mais est-ce que ça va faire avancer la question de communication? Qu'est-ce qui va être... De toute façon, l'État haïtien, les gouvernements haïtiens ne communiquent pas. Les ministres des communications, c'est d'année en année des agents de propagande, là. Oui, c'est bien dommage. Ce ne sont pas des communicants nécessairement. Ils vont, parce que la communication, c'est pas uniquement aller dans les médias et rapporter ce que le président a fait. On a inauguré une pompe à eau, on a creusé des puits ici et là, et des affaires comme ça. Non, c'est plus que ça. Quand tu es journaliste et que tu as besoin d'une information, où est-ce que, en ce qui concerne le gouvernement, ce que fait le gouvernement, où est-ce que cette information est disponible? Prenons le cas de ce reportage que tu as réalisé la semaine dernière sur nos $1,50. Qu'est-ce qu'on en fait? Depuis 2011, on demande des comptes. Ouais. Est-ce qu'on a communiqué ça? Non, malheureusement. Non, il faudrait pouvoir nous dire. Il faudrait que les journalistes, les médias, quels qu'ils soient en mesure de discuter, de communiquer avec une instance, ne serait-ce que le ministère de la Communication, pour informer sur ce qu'on a fait de ces sommes-là. Mais non, ça n'existe pas. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un organe de propagande, c'est tout. Comme je disais tout à l'heure, c'est des ministères assez importants, mais la grande question que je me pose, et là-dessus je suis encore très sceptique, est-ce que ça va changer vraiment grand-chose dans les conditions de vie des gens avec ces changements opérés? Parce que justement, c'est l'alibi qu'on avait pris, c'est l'argumentaire même qu'on avait fait, que le peuple souffre, il faut changer les conditions de vie des gens, on va faire le remaniement. Moi, je me pose des questions avec des changements comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment espérer voir les conditions de nos compatriotes, des Haïtiens en Haïti changer? Je suis très sceptique. Je ne sais pas ce que tu penses, toi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est fait, je crois, pour calmer les ardeurs, les appréhensions de quelques députés qui piaffaient, qui disaient « Ah ouais, ce gouvernement-là, patati patata. » Bon, écoutez,
En même temps, ils disent que c'est un remaniement relève de la prérogative du Premier ministre. Mais, ma foi, pourquoi ces députés-là arrivaient même à donner un ultimatum au gouvernement pour effectuer un remaniement, si c'est la prérogative du Premier ministre? Alors, ils disent une chose et son contraire à la fois. On en a parlé justement. La politique haïtienne, c'est un peu ça. Et c'est dommage parce que justement, l'un des points qu'on avait fait la semaine dernière par rapport à justement cette question de remaniement, c'était des parlementaires qui étaient juges et partis à la fois. En même temps, ils devaient contrôler le gouvernement, en même temps, ils réclament leur part du gâteau en dessous. Et c'est pas bien pour la démocratie en général, et encore moins pour le peuple haïtien là, qui souffre. Oui, vas-y. Qui continue justement à réclamer de meilleures conditions de vie par rapport à la situation générale. On sait qui n'est pas toujours rose en Haïti. Le rôle d'un parlementaire, c'est d'abord légiférer, deuxièmement de contrôler les actions gouvernementales. En termes de contrôle, quels sont les rapports de contrôle qui ont été réalisés au Parlement, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des députés? Moi, je suis très curieux. Ne serait-ce que des cas particuliers. Ils ont contrôlé quoi? Ils ont légiféré sur quoi? C'est ça leur rôle. Justement, on en parlait avec les $1.50. Il n'y a pas un cadre juridique jusqu'à maintenant. Il y a juste le sénateur Patrice Dumont qui essaye de demander des comptes. Justement, sur ces cas, imagine d'une façon générale, tout un mandat s'est écoulé. Il n'y a aucun rapport, aucun bilan parlementaire. On critique le gouvernement. Je comprends que le gouvernement Martelly, il a il a des faiblesses dans la gestion de ces trucs-là. Il y a pas de Martelly. Oui, je parle de l'ancien gouvernement par rapport au $1.50. Je ne vais même pas parler maintenant. Mais en même temps, que faisaient les parlementaires dans leur rôle de contrôle pendant tous ces 5 ans-là, dans le rôle de légifération, justement, où est le cadre légal qui devait se faire autour de ces fonds-là? C'est de deux côtés. Oui, c'est de deux côtés. D'une part, vous critiquez le gouvernement, effectivement, qui fait pas mal de désordre, mais de notre côté, c'est le devoir du Parlement aussi de non seulement légiférer pour donner un cadre légal à ça, et aussi demander des comptes. Et ils vont pas nous raconter, nous servir un discours du genre, c'est le gouvernement qui devait. Non. Le gouvernement peut déposer un projet de loi. Eux, ils peuvent faire des propositions de loi, les voter. Absolument. Et demander au gouvernement aussi de rendre publiques ces lois-là dans le journal officiel Le Moniteur. Et ne serait-ce que sur cette question-là de $1.50, où il n'y a pas de cadre légal de fonctionnement de cette affaire-là, de prélèvement de $1.50 sur chaque transfert qu'on effectue en Haïti. Alors, qu'est-ce qui va changer là dans ce remaniement? Ça, c'est la grande inquiétude que j'ai. Je suis très sceptique, je peux te le dire sincèrement. On est en train de faire des promesses par-ci, par-là, annoncer, oui, d'accord, c'est très bien. Il faut agir sur ces questions-là aussi. La question de l'électricité, la question des infrastructures, enfin, il faut penser à des grands projets, pour la société haïtienne. C'est bien. Mais il y a le côté social aussi. Il y a le côté économique aussi qu'il faut voir. C'est pas comme les manifestations à coup de dénonciation, de bisbilles des parlementaires qui dénoncent, qui cherchent des avantages, des ci, des ça, et puis qu'on va développer un pays. Je suis d'accord. Ou en exigeant un remaniement, finalement, on a enlevé 5 ministres pour en amener 5 autres. Ça va changer. Comme on disait tout à l'heure, c'est le prérogative du Premier ministre de le faire ou du gouvernement. Mais en même temps, quand on fait le remaniement juste pour le faire ou pour plaire à 1, 2, 3 mes amis au Parlement, ça va recommencer. C'est le même problème qu'on avait avec Martelly, avec ces différents remaniements qui n'arrêtaient pas pendant tout son gouvernement, parce qu'il fallait plaire à Jean Numa, mon ami, sinon j'aurais des problèmes. Alors que le problème réel de la population ne se pose pas dans des remaniements. Ce remaniement, c'est une vaste blague. Je t'explique. Parce que les ministres qui ont été renvoyés répondaient du Premier ministre et du chef de l'État. Ces ministres-là n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas agir sur tel ou tel aspect de la société, de la vie publique, sans l'avis du Premier ministre ou du chef de l'État, sans avoir des commandes et des directives claires. Alors, le problème, c'était pas ces ministres-là. Seulement. Peut-être qu'ils ont, je sais pas. Parce qu'il y a des chefs, et les chefs répondent au nom de Jacques-Guy Lafontaine,
et Jovenel Moïse. S'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, les premiers responsables de ça, c'est Jacques-Guy Lafontaine et Jovenel Moïse. Donc on devrait même se poser des questions sur le leadership même de Jacques-Guy Lafontaine, comment il gère son aussi simple avant que ça. même de, comme on dit chez nous, couper les têtes des... On va pas nous faire quand même, on n'est pas des canards quand même, on est des enfants du bon Dieu, on va pas nous faire avaler ça. C'était ces ministres-là qui empêchaient au pays d'aller de l'avant. Non. Il y a la responsabilité politique de l'État, la responsabilité de la... Écoutez, cette semaine encore, j'ai lu qu'un professeur d'histoire, un historien, dominicain, qui appelait l'élite haïtienne à prendre ses responsabilités par rapport à la société pour éviter que des Haïtiens se déversent par milliers en République dominicaine. Chez eux. Bon, une dernière chose justement avant de finir, que j'aimerais dire, Jean-Numa, ce qui m'a beaucoup intrigué par rapport à ça, dans un contexte où on parle beaucoup de l'insécurité. Écoute, la justice est transversale, ça a fait aussi de la sécurité, mais je m'attendais à des choses un petit peu plus consistantes dans ce remaniement par rapport à la sécurité. Je ne dis pas qu'on devait renvoyer... En tout cas, on a retrouvé notre ami Guilherme Sedelva. On va se contenter de ça. Monsieur, c'était le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. On était également en direct sur Facebook, on se casse sur WhatsApp et YouTube. On est le mardi 24 avril. Bonne journée, mesdames, messieurs.